Je m'appelle Jacob, j'ai 24 ans, et mon grand-père m'a confié 25 000 $ en espèces. Cet argent était un test de ma responsabilité, soigneusement caché dans mon placard. Puis un jour, mon père l'a découvert. Au lieu de m'en parler, il a dépensé jusqu'au dernier dollar pour le mariage de ma sœur, Allison. J'étais anéanti, mais rien n'aurait pu me préparer au moment où mon grand-père est entré et a posé la question qui m'a glacé le sang. Si vous regardez cette vidéo et que votre confiance a déjà été trahie par votre famille, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous. Le moment où mon grand-père est entré ce jour-là a changé ma famille pour toujours. Ma relation avec ma famille a toujours été compliquée. Mon grand-père, Warren, m'a pratiquement élevé durant mes années de formation. Il venait me chercher à l'école quand mes parents étaient trop occupés par leur travail, m'enseignait la responsabilité et me montrait ce que signifiait être un homme intègre. Nous avons tissé des liens lors de matchs de baseball, de parties de pêche et en écoutant ses histoires sur la façon dont il a bâti son entreprise de construction à partir de rien. Chaque été, je passais des semaines dans son chalet au bord du lac, apprenant des compétences pratiques et m'imprégnant de sa sagesse sur la vie et l'argent. Mon père, Robert, en revanche, a toujours semblé favoriser ma sœur, Allison. Ce n'était jamais assez flagrant pour que je puisse m'en plaindre sans paraître mesquin, mais le schéma était clair au fil des ans. Quand Allison a eu besoin d'une voiture pour l'université, papa lui a acheté une Honda neuve. Quand j'en ai eu besoin 2 ans plus tard, j'ai eu une Ford d'occasion avec plus de 100 000 miles au compteur. Quand Allison a voulu étudier à l'étranger, à Paris, mes parents ont trouvé l'argent. Quand j'ai voulu participer à un programme d'été à Boston, on m'a dit d'économiser moi-même. Ces petites injustices se sont accumulées au fil des ans pour former une montagne de ressentiments que j'essayais de mon mieux d'enfouir. Ma mère, Patricia, a toujours essayé de maintenir la paix, mais ses efforts consistaient généralement à me convaincre de laisser tomber plutôt qu'à aborder le favoritisme. Elle disait des choses comme « Ta sœur a juste besoin de plus de soutien que toi » ou « Tu es si indépendant, Jacob. Nous savons que tu peux te débrouiller tout seul. » Bien que destinées à être des compliments, ces déclarations ne faisaient que renforcer le fait que je ne pouvais pas compter sur mes parents comme Allison le pouvait. L'organisation du mariage a commencé il y a environ 6 mois, quand Allison s'est fiancée à son petit ami depuis 2 ans, Thomas. Dès le début, ses attentes étaient extravagantes. Elle voulait un mariage à l'étranger dans un vignoble, une robe de créateur, un traiteur gastronomique et des professionnels pour tout. Au début, mes parents ont essayé de suggérer gentiment des options plus abordables, mais Allison fondait en larmes en disant qu'elle avait rêvé de ce jour toute sa vie. D'une manière ou d'une autre, le budget n'a cessé d'augmenter, malgré les préoccupations financières que mon père mentionnait parfois. Ma propre situation financière était serrée mais stable. Je travaillais 30 heures par semaine dans un garage local tout en terminant mon diplôme d'ingénieur en mécanique. Vivre à la maison n'était pas idéal à 24 ans, mais cela me permettait d'économiser de l'argent et d'éviter les prêts étudiants. Je prenais aussi des petits boulots le week-end pour livrer des colis et faire des petits travaux pour les voisins. Chaque dollar était comptabilisé dans mon budget, réparti entre l'épargne, les frais de scolarité et des dépenses personnelles minimes. J'étais fier de mon éthique de travail et de ma discipline financière, des traits que mon grand-père m'avait inculqués. Grand-père Warren, aujourd'hui à la retraite, a bâti son entreprise de construction à partir d'un simple camion et d'une boîte à outils pour en faire une entreprise régionale employant 50 personnes. À 70 ans passés, il restait aussi vif que jamais et continuait de me mentorer, ainsi que d'autres jeunes de la famille. Il croyait qu'il fallait mériter ce que l'on recevait et tester le caractère par la responsabilité. Au fil des ans, il avait aidé divers membres de la famille avec des investissements commerciaux, des acomptes sur des maisons et des frais d'études, mais seulement après qu'ils aient démontré leur responsabilité financière. Son aide n'était jamais un don, mais toujours structurée comme une leçon. Les 25 000 $ sont entrés en ma possession 3 mois avant le mariage. Grand-père m'a invité à déjeuner dans son restaurant préféré, où nous avions toujours nos conversations les plus importantes. Après avoir pris des nouvelles de mes cours et de mon travail, il a sorti une enveloppe de sa veste. « Jacob, dit-il de sa voix rauque, j'ai toujours apprécié ton éthique de travail et ton honnêteté. Je veux te confier quelque chose d'important. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient 25 000 $ en espèces, principalement en billets de 100 $. Avant que je puisse parler, il a levé la main. « Ce n'est pas un cadeau. »« Pas encore. » C'est un test de responsabilité. Je veux que tu gardes cet argent en sécurité pendant 3 mois. Ne le dépense pas. N'en parle à personne. Ne le dépose pas à la banque.
Garde-le simplement en lieu sûr. Après 3 mois, nous discuterons de la manière dont cet argent pourrait être utilisé pour ton avenir. J'étais abasourdi, à la fois par le montant et par la confiance que cela représentait. Quand j'ai demandé pourquoi en espèces et pourquoi ce secret, il a simplement dit, parfois, le vrai test de caractère est ce que l'on fait quand personne ne regarde. Et parfois, le vrai test de la famille est la manière dont elle respecte les limites. J'ai pris cette responsabilité extrêmement au sérieux. À la maison, j'ai créé une cachette dans mon placard, en enlevant une section de la plainte et en creusant un espace dans le mur. J'ai placé l'argent dans un contenant étanche, les scellé et parfaitement dissimulé la cachette. Personne ne la trouverait à moins de démolir la pièce. Je la vérifiais chaque semaine, non par méfiance envers ma famille, mais pour m'assurer que la cachette restait sécurisée et intacte. La fierté que je ressentais d'avoir été chargé de cette responsabilité était immense. Pour une fois, je me sentais reconnu pour la personne fiable et digne de confiance que j'avais travaillé si dur à devenir. Mon grand-père voyait en moi quelque chose que mes parents semblaient ignorer, et cette validation signifiait tout pour moi. J'étais déterminé à ne pas le décevoir. Chaque dimanche matin, pendant que ma famille était à l'église, je suivais mon rituel de vérification de l'argent. Je retirais soigneusement la plainte, sortais le contenant, comptais les billets pour m'assurer que tout était là, puis je remettais tout exactement comme c'était. Cette routine me donnait un sentiment de sécurité et d'accomplissement. 3 mois semblaient longs, mais j'étais déjà à mi-chemin de la période d'attente sans incident. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Je suis rentré d'un double service au garage pour trouver la porte de ma chambre légèrement entr'ouverte. Cela a immédiatement déclenché des sonnettes d'alarme dans ma tête, car je la fermais toujours complètement. En entrant prudemment, j'ai inspecté la pièce. Rien ne semblait manifestement dérangé, mais quelque chose clochait. Mon instinct hurlait que quelqu'un était entré ici et avait fouillé dans mes affaires. Le cœur battant, je suis allé directement au placard. Les vêtements étaient disposés légèrement différemment de la façon dont je les avais laissés. Je suis tombé à genoux et j'ai examiné la cachette de la plainte. Mon estomac s'est noué quand j'ai remarqué de légères éraflures sur les bords qui n'étaient pas là auparavant. Les mains tremblantes, j'ai retiré la section de la plainte. L'espace creux était vide. Le contenant avec les 25 000 $ avait disparu. Non, 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 ai-je chuchoté frénétiquement, cherchant plus profondément dans l'espace comme si l'argent avait pu se déplacer plus loin. Rien. J'ai saccagé mon placard, jetant vêtements et chaussures de côté, espérant que j'avais peut-être déplacé l'argent à un autre endroit et oublié. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Une fois la panique initiale passée, je devais découvrir qui l'avait pris. J'ai commencé par ma mère, la trouvant dans la cuisine en train de préparer le dîner. Essayant de garder une voix décontractée, je lui ai demandé si elle était allée dans ma chambre pour une raison quelconque. Non, chérie. Pourquoi aurais-je eu besoin d'y aller, répondit-elle, me jetant un regard curieux. Sa confusion semblait sincère, et ma mère n'avait jamais été une bonne actrice. Ensuite, j'ai essayé de retrouver ma sœur. Allison était sortie avec son fiancé, Thomas, selon maman, mais serait de retour pour le dîner. J'ai attendu avec impatience, faisant les 100 pas dans la maison et essayant de penser à qui d'autre aurait pu découvrir l'argent. Quand mon père est rentré du travail, son comportement m'a immédiatement paru suspect. Il a évité mon regard en me saluant et semblait inhabituellement intéressé par le courrier. Quand je lui ai demandé directement s'il était allé dans ma chambre, sa réponse a été défensive. « Pourquoi interroges-tu tout le monde ? Si tu as quelque chose de valeur, tu devrais le mettre à la banque comme un adulte responsable, » a-t-il lancé, puis il a rapidement changé de sujet pour demander à maman ce qu'il y avait pour le dîner. Ce soir-là au dîner, j'ai observé ma famille attentivement. Maman était normale, bavardant sur sa journée à l'école primaire où elle enseignait. Allison est arrivée, bouillonnante d'excitation à propos des détails du mariage, y compris une mise à niveau surprise de leur forfait de lieu de réception. Mon père est resté silencieux, mais jetait des regards à Allison avec ce qui ressemblait à du soulagement chaque fois qu'elle mentionnait les plans du mariage. Après le dîner, j'ai surpris une conversation entre papa et Allison dans le salon qui a confirmé mes soupçons. Le propriétaire du vignoble a été si arrangeant quand nous avons augmenté notre budget, disait Allison. La fontaine pendant la réception va être magnifique. Je suis juste content que nous ayons pu le faire, a répondu mon père. Ta journée spéciale doit être tout ce dont tu as rêvé. D'où vient l'argent supplémentaire, d'ailleurs, a demandé Allison. Le mois dernier,
toi et maman vous inquiétiez même de pouvoir vous offrir le forfait de base. Il y a eu une pause avant que mon père ne réponde vaguement. Parfois, des opportunités se présentent quand on en a le plus besoin. Ne t'inquiète pas pour ça, princesse. Le lendemain, j'ai trouvé des reçus de fournisseurs de mariage dans la poubelle. Les dates étaient récentes et les montants substantiels. L'acompte pour le vignoble était à lui seul de 15 000 $, avec 5 000 autres pour l'amélioration du traiteur et diverses petites dépenses qui correspondaient parfaitement aux 25 000 $ manquants. Mon père, qui avait été stressé et irritable à propos de l'argent pendant des mois, était soudainement détendu et généreux concernant les dépenses du mariage. Quand Allison a mentionné l'ajout d'une fontaine de chocolat à la table des desserts, un supplément de 800 $, il a fait un geste de la main dédaigneux et a dit « Tout ce qui te rend heureuse, ma chérie ». L'épreuve était accablante, mais je n'arrivais toujours pas à croire que mon père me volerait. J'ai essayé plusieurs fois de lui parler en privé. Une fois, je l'ai abordé dans le garage alors qu'il organisait ses outils. « Papa, je dois te parler de quelque chose d'important, ai-je commencé. »« Ça peut attendre, Jacob ? J'ai promis à ta mère que je réparerais la clôture ce week-end, a-t-il répondu sans me regarder. C'est à propos d'un peu d'argent qui était dans ma chambre. Un montant important. À cela, il s'est finalement retourné, son expression se durcissant. De l'argent ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Quelque chose d'illégal ? Non, bien sûr que non. Il m'a été donné par grand-père Warren. Ton grand-père t'a donné de l'argent sans me le dire ? Son ton est devenu coléreux. Combien d'argent ? 25 000 $, ai-je admis. Il m'a demandé de le garder en sécurité, comme une sorte de test. Mon père a ri, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Un test ? Ça ressemble à l'un des jeux manipulateurs de Warren. Écoute, mon fils. Si ton grand-père voulait aider cette famille, il aurait dû me donner cet argent à moi, pas te le filer en douce dans mon dos. Mais papa, l'argent a disparu. Quelqu'un l'a pris de ma cachette. Son visage est devenu rouge vif. Tu m'accuses de vol ? C'est de ça qu'il s'agit dans cette conversation ? Je veux juste savoir ce qui lui est arrivé, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Peut-être qu'il n'y a jamais eu d'argent. Peut-être que tu l'as dépensé toi-même et que maintenant tu essaies de blâmer quelqu'un d'autre. Ou peut-être que ton grand-père ne te l'a jamais donné en premier lieu, dit-il en se retournant vers ses outils. Cette conversation est terminée. Chaque tentative de confrontation se terminait de la même manière, par une dérobade, un déni ou une hostilité pure et simple. La trahison me blessait profondément, non seulement à cause de l'argent lui-même, mais à cause de ce qu'il représentait. Mon père avait envahi mon intimité, volé quelque chose qui m'avait été confié, puis m'avait manipulé lorsque je l'avais confronté. L'homme qui aurait dû m'enseigner l'intégrité en démontrait le contraire. À l'approche de la date du mariage, mon anxiété grandissait. Grand-père Warren devait rentrer de ses longues vacances en Arizona juste à temps pour la cérémonie. La période de 3 mois serait écoulée, et il s'attendrait à ce que j'aie tenu ma promesse. Comment pourrais-je expliquer que j'avais si complètement échoué à son test ? Dans les semaines précédant le mariage, j'ai assisté avec une horreur silencieuse à la transformation de la célébration de ma sœur, d'une affaire déjà coûteuse en quelque chose de vraiment extravagant. Le lieu initial, un country club local, n'était soudainement plus tout à fait convenable, et Allison a annoncé qu'ils avaient plutôt réservé le vignoble de Pine Ridge, un domaine pittoresque qui accueillait généralement des célébrités et de riches dirigeants. Cette amélioration a coûté 12 000 $ supplémentaires, soit près de la moitié de l'argent volé. Le traiteur est passé d'une entreprise locale respectée à un chef renommé spécialisé dans la cuisine de la ferme à la table avec des accords mets et vins pour chaque plat. Les arrangements floraux sont passés d'une élégance simple à des présentations élaborées avec des fleurs hors saison importées d'Amérique du Sud. Allison a choisi une robe de créateur à 5 000 $, remplaçant celle qu'elle avait initialement choisie pour 2 000 $. Mon père hochait la tête avec approbation à chaque escalade, ses préoccupations antérieures concernant les coûts étant manifestement absentes. J'ai tenté de raisonner ma sœur un après-midi alors qu'elle adressait les invitations à la table de la salle à manger. « Allison, puis-je te demander quelque chose à propos du mariage ?» ai-je dit, en m'asseyant en face d'elle. « Bien sûr, mais fais vite. »« J'en ai encore 50 à finir aujourd'hui », a-t-elle répondu sans lever les yeux. Toutes ces améliorations et ces changements, ils semblent vraiment soudains. D'où vient l'argent ? Cela a attiré son attention. Elle a posé son stylo et m'a regardé avec curiosité.
Papa a dit qu'il avait trouvé un peu d'argent supplémentaire. Pourquoi ça t'intéresse? Tu es jaloux ou quelque chose comme ça? Je ne suis pas jaloux, ai-je dit prudemment. Je suis inquiet. Jusqu'à très récemment, papa était stressé à l'idée de pouvoir se permettre même les bases pour ton mariage. Maintenant, soudainement, l'argent n'est plus un problème. Allison a levé les yeux au ciel. Peut-être qu'il a eu une prime au travail. Peut-être qu'il a pris un prêt. Peut-être que grand-père Warren a aidé. Pourquoi essaies-tu de gâcher ça pour moi? C'est censé être le moment le plus heureux de ma vie. Est-ce que papa a spécifiquement dit que grand-père Warren lui avait donné de l'argent pour le mariage? Ai-je insisté? Non, mais ça aurait du sens. Grand-père m'aime aussi, tu sais. Le monde ne tourne pas autour de toi et de ta relation spéciale avec lui. Elle a repris son stylo, signalant la fin de notre conversation. Ma mère n'a pas été plus utile. Quand je l'ai coincée dans la buanderie et que je lui ai exprimé mes inquiétudes, elle est devenue visiblement mal à l'aise. Jacob, chéri, les finances sont compliquées. C'est ton père qui gère notre argent, et s'il dit que nous pouvons nous permettre ces choses pour ta sœur, alors nous pouvons nous les permettre. Mais maman, et si l'argent venait d'un endroit où il n'aurait pas dû? Elle a fait une pause, pliant une serviette avec une précision excessive. Qu'est-ce que tu suggères exactement? Quand j'ai expliqué l'histoire des 25 000 $ que grand-père m'avait confiés, son visage a légèrement pâli, mais elle s'est vite reprise. Ça ressemble à un malentendu. Ton père ne prendrait jamais quelque chose qui ne lui appartient pas, surtout pas à son propre fils. Peut-être que tu as mal compté. Ou peut-être que tu te trompes sur le montant qu'il y avait au départ. Malgré ces paroles, je pouvais voir le doute dans ses yeux. Elle savait que mon père était capable de justifier presque n'importe quoi quand il s'agissait de pourvoir aux besoins d'Allison. Désespéré de régler la situation avant que mon grand-père ne découvre le vol, j'ai pris du travail supplémentaire, acceptant tous les services disponibles au garage et trouvant des petits boulots en ville. J'ai vendu ma console de jeux, ma collection de disques vinyles rares, et même mon ordinateur portable, le remplaçant par un modèle beaucoup moins cher. J'ai pris une avance de fonds sur ma carte de crédit malgré le taux d'intérêt exorbitant. Après 3 semaines de cet effort extrême, j'avais réussi à économiser un peu plus de 6 000 $. C'était impressionnant, mais loin d'être suffisant pour remplacer ce qui avait été pris. Les mathématiques de la situation étaient implacables. Même si je continuais à ce rythme, j'aurais au plus 8 000 $ le jour du mariage. Les 17 000 restants auraient aussi bien pu être 17 millions pour ma capacité à les remplacer à temps. Le poids de cet échec m'écrasait constamment. J'avais du mal à dormir, restant souvent éveillé, calculant et recalculant combien d'argent je pouvais gagner dans le temps restant. J'ai perdu du poids parce que la nourriture était devenue insipide. Mes performances au travail et à l'école ont commencé à en souffrir à mesure que mon anxiété montait. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage se poursuivaient à un rythme effréné. Allison était constamment au téléphone avec les fournisseurs, faisant des ajustements et des ajouts de dernière minute. Mon père s'est jeté dans des tâches comme la coordination avec le photographe et le vidéaste, l'organisation du transport pour les invités venant de l'extérieur, et la sélection de spiritueux de qualité supérieure pour le bar ouvert. Quand les invitations de mariage sont sorties, j'ai remarqué qu'elles avaient été améliorées aussi, passant d'un simple papier cartonné à un papier texturé épais avec des accents de feuilles d'or et des seaux de cire personnalisés, une autre dépense inutile qui provenait probablement de mon argent volé. Le week-end avant le mariage, mes parents ont organisé un dîner de répétition extravagant dans un restaurant de grillades haut de gamme. La salle privée, le bar ouvert et le repas à plusieurs plats pour 30 personnes devaient coûter au moins 3 000 $. J'ai assisté à l'événement dans un brouillard, poussant la nourriture dans mon assiette et offrant de faibles sourires lorsque c'était approprié. Mon père a porté un toast larmoyant sur le fait d'offrir à sa petite fille le mariage qu'elle méritait, quoi qu'il en coûte. L'ironie de ces paroles m'a rendu physiquement malade. Cette nuit-là, j'ai essayé une dernière fois d'aborder la situation avec mon père. Je l'ai trouvé dans son bureau en train de revoir les plans de table pour la réception. « Papa, grand-père Warren revient demain pour le mariage », ai-je dit sans préambule. « Oui, je sais. Il séjourne au Marriott parce que nous n'avons pas de place ici avec tous les invités du mariage », a-t-il répondu, sans lever les yeux de ses papiers. Il m'a donné 25 000 $ à garder en sécurité comme un test. Le montant exact qui est mystérieusement apparu pour les améliorations du mariage d'Allison. Mon père m'a finalement regardé, son expression un mélange de colère et d'autre chose. De la peur peut-être.
Nous avons déjà parlé de ça. Je ne sais rien de ton argent. Peut-être que tu devrais te demander si tu mérites vraiment ce genre de confiance de la part de ton grand-père. Il va me poser des questions à ce sujet, ai-je continué, ma voix se brisant légèrement. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Pendant un instant, quelque chose comme de la honte a vacillé sur le visage de mon père, mais cela a été rapidement remplacé par du défi. Dis-lui ce que tu veux. Mais souviens-toi, si tu essaies de créer des problèmes au mariage de ta sœur avec des accusations folles, c'est toi qui auras l'air mal, pas moi. Alors qu'il se retournait vers ses plans de table, j'ai réalisé que cette conversation, comme toutes les autres, n'allait nulle part. Le mariage était dans 2 jours, mon grand-père arriverait demain, et j'étais complètement à court d'options. Le matin du mariage s'est levé, clair et lumineux, une météo presque ironiquement parfaite pour ce que je savais être un désastre. J'avais à peine dormi, répétant encore et encore ce que je dirais à mon grand-père quand il demanderait inévitablement des nouvelles de l'argent. Devais-je mentir pour protéger mon père? Devais-je dire la vérité et potentiellement gâcher le mariage de ma sœur? Il ne semblait y avoir aucune bonne option. Notre maison était chaotique à 7 heures du matin, avec ma mère qui courait partout pour organiser les détails de dernière minute pendant que mon père chargeait des fournitures dans son VUS. Alison avait passé la nuit à l'hôtel avec ses demoiselles d'honneur, suivant la tradition selon laquelle le marié ne voit pas la mariée avant le mariage. La cérémonie était prévue pour 14 heures au vignoble de Pine-Ridge, avec des photos avant et la réception juste après. Jacob, es-tu prêt? A appelé ma mère depuis le bas de l'escalier. Nous devons partir pour le lieu de réception dans 30 minutes. J'ai ajusté ma cravate dans le miroir, notant les cernes sous mes yeux. Mon smoking de location m'allait assez bien, mais je me sentais comme un imposteur en le portant. Comment pouvais-je participer à cette célébration en sachant qu'elle était construite sur le vol et la tromperie? En descendant les escaliers, mon père m'a jeté un regard et a froncé les sourcils. Tu as l'air terrible. As-tu dormi du tout? Pas vraiment, ai-je admis. J'ai pensé à beaucoup de choses. Eh bien, reprends-toi. C'est le jour de ta sœur et je ne veux pas que tu plombes l'ambiance avec ton humeur. Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti. Mon père a regardé sa montre, l'air confus. Qui cela peut-il bien être? Nous n'attendons personne ici. Ma mère a ouvert la porte et j'ai entendu son exclamation surprise. Warren, nous pensions que tu nous rejoignais au lieu de réception. Mon sang s'est glacé. Grand-père n'était pas censé être là tout de suite. Je m'attendais à avoir quelques heures de plus pour me préparer. J'ai pensé vous faire une surprise, et venu la voix rauque et familière de mon grand-père. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'une paire de mains supplémentaires ce matin. Il est entré dans le hall, exactement comme il était il y a 3 mois quand il m'avait confié l'argent. Grand et droit malgré ses 70 ans, avec une chevelure argentée abondante et des yeux bleus perçants qui ne manquaient rien. Il était déjà habillé de son plus beau costume, un 3 pièces vintage qu'il réservait pour les occasions les plus spéciales. « Jacob, mon garçon, dit-il chaleureusement, en me serrant dans une étreinte ferme. Content de te voir. Tu as l'air d'avoir trop travaillé. Content de te voir aussi, grand-père, ai-je réussi à dire, ma voix sonnant étranglée même à mes propres oreilles. Il a gardé son bras autour de mes épaules en saluant mon père d'une poignée de main. Robert, tout est prêt pour le grand jour? Aussi prêt que nous le serons jamais, a répondu mon père avec un sourire forcé. Ça va être tout un événement. Je parie que oui. Alison a toujours eu des goûts de luxe, a remarqué grand-père avec juste une pointe de désapprobation dans son ton. Il avait toujours été plus impressionné par le côté pratique que par l'extravagance. Nous sommes allés au salon où ma mère a offert du café et des pâtisseries. La conversation est restée légère, centrée sur les détails du mariage et les membres de la famille qui seraient présents. J'étais assis rigidement sur le bord du canapé, attendant la question inévitable. Mon père semblait tout aussi tendu, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises et mentionnant l'heure toutes les quelques minutes. Finalement, alors que nous étions sur le point de partir pour le lieu de réception, grand-père s'est tourné vers moi avec un sourire. J'ai presque oublié la vraie raison pour laquelle je voulais passer plus tôt. Ça fait 3 mois, Jacob. Mon fils, où est l'argent que je t'ai donné à garder en sécurité? La pièce est devenue silencieuse. Ma mère avait l'air confuse, regardant tour à tour moi et mon grand-père. Mon père, qui regardait à nouveau sa montre, s'est figé, son visage perdant toute couleur. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Le moment que j'avais redouté était arrivé,
et j'étais paralysé. Jacob, a insisté grand-père, son sourire s'effaçant alors qu'il sentait que quelque chose n'allait pas, les 25 000 $. Notre arrangement. Mon père est soudainement devenu très intéressé par le ramassage des tasses de café, nous tournant le dos. La confusion de ma mère s'est accentuée. Warren, de quel argent parles-tu, a-t-elle demandé. J'ai donné à Jacob 25 000 $ il y a 3 mois pour qu'il les garde pour moi. Un test de responsabilité, a expliqué grand-père, ses yeux ne quittant jamais mon visage. C'est aujourd'hui que nous discutons de ce qui se passe avec cet argent ensuite. Le silence s'est étiré douloureusement jusqu'à ce que je trouve enfin ma voix. Grand-père. L'argent. Il a disparu. Disparu, a-t-il répété, ses sourcils broussailleux se fronçant. Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Quelqu'un l'a pris de ma cachette, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. L'expression de grand-père s'est durcie. Qui l'a pris, Jacob? Je ne pouvais pas me résoudre à accuser directement mon père. Au lieu de cela, j'ai dit, il a disparu il y a environ 1 mois, juste au moment où le budget du mariage a soudainement augmenté. Tous les yeux se sont tournés vers mon père, qui était devenu complètement immobile, toujours tourné loin de nous. Lentement, il s'est retourné, le visage cendré. Robert? La voix de grand-père était dangereusement calme. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Mon père a dégluti difficilement, puis a tenté un rire dédaigneux qui est sorti plutôt comme une toux. C'est ridicule. Nous devons nous rendre au lieu de réception. Nous pouvons en discuter plus tard. Nous en discuterons maintenant, a dit fermement grand-père. As-tu pris de l'argent dans la chambre de Jacob? Après un moment de silence tendu, la posture de mon père a changé, le défi remplaçant son choc initial. Oui, j'ai trouvé l'argent. Mais j'allais le rembourser. C'était juste un emprunt, pas un vol. Robert, a haleté ma mère. Qu'est-ce que j'étais censé faire, a continué mon père, sa voix s'élevant. Le mariage d'Alison approchait et nous étions à court de fonds. Puis j'apprends que mon père a donné à mon fils 25 000 $ en secret, de l'argent qui aurait pu aider toute notre famille. Le visage de grand-père s'est assombri. Cet argent n'était pas à toi. Il a été confié spécifiquement à Jacob. Pourquoi lui et pas moi, a exigé mon père. Je suis ton fils. Jacob n'est qu'un gamin qui vit dans ma maison. Si quelqu'un méritait cet argent, c'était moi, pour aider à donner à ma fille le mariage qu'elle mérite. La confrontation a été interrompue par l'arrivée de l'organisatrice de mariage, qui a frappé avec enthousiasme à notre porte d'entrée. Ma mère a répondu automatiquement, son visage montrant encore le choc des révélations. Bonjour, famille Matthews. Le grand jour est arrivé. L'organisatrice, Melissa, est entrée avec un presse-papier et un sourire éclatant qui s'est rapidement effacé en sentant la tension dans la pièce. Est-ce que tout va bien? Non, tout ne va pas bien, a dit sèchement grand-père. Il semble que mon fils a volé 25 000 $ à mon petit-fils pour payer l'extravagance d'aujourd'hui. Le sourire de Melissa a complètement disparu. Oh, je vois. Devrais-je attendre dehors? Ce serait préférable, a dit doucement ma mère. Après que l'organisatrice se soit retirée, mon père s'est tourné vers moi avec fureur dans les yeux. Es-tu content maintenant, Jacob? Il fallait que tu en parles aujourd'hui, de tous les jours. Tu ne pouvais pas attendre après le mariage de ta sœur. Je n'en ai pas parlé, me suis-je défendu. J'essaie de te parler de ça depuis des semaines et tu as refusé. Arrêtez tous les deux, a commandé grand-père. Il s'est tourné vers mon père. Robert, tu n'avais aucun droit de prendre cet argent. Ce n'était pas un cadeau pour Jacob. Pas encore. C'était un test pour lui, un test que tu as ruiné. Et maintenant tu as l'audace de le blâmer pour ton vol. Ce n'était pas du vol, a insisté mon père. C'était de la redistribution des ressources familiales là où elles étaient le plus nécessaires. Alison avait besoin de cet argent pour sa journée spéciale. Jacob ne faisait que le thésauriser. Je faisais exactement ce que grand-père m'avait demandé de faire, ai-je crié, des années de ressentiment finissant par déborder. Mais tu n'y as jamais pensé, n'est-ce pas? Ça a toujours été Alison d'abord, et moi en second plan. Le son d'une portière de voiture claquant à l'extérieur nous a momentanément distraits. Par la fenêtre, j'ai pu voir ma sœur sortir d'une voiture, toujours en vêtements de ville, venant probablement chercher quelque chose avant d'aller se préparer au lieu de réception.
La porte d'entrée s'est ouverte et Allison est entrée, se figeant en nous voyant tous debout, tendus, dans le salon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est encore là? On doit être au lieu de réception tout de suite. Demande à papa d'où vient l'argent pour ton mariage au vignoble, ai-je dit amèrement. Allison avait l'air confuse. De quoi tu parles? Grand-père s'est avancé. Ton père a pris 25 000 $ que j'avais donnés à Jacob pour qu'il les garde en sécurité. Il les a utilisés pour payer les améliorations de ton mariage sans la permission de l'un ou l'autre d'entre nous. La main d'Allison est montée à sa bouche. Papa, c'est vrai? La colère de mon père a semblé se dégonfler quelque peu face au choc de sa fille. J'essayais de te donner le mariage dont tu as toujours rêvé, princesse. L'argent était là, à ne rien faire. Donc, mon mariage de rêve est payé avec de l'argent volé? La voix d'Allison est devenue hystérique. À mon propre frère? Comment as-tu pu faire ça? Ce n'était pas du vol, a de nouveau insisté mon père. Jacob fait partie de cette famille. Ce qui profite à l'un d'entre nous profite à tous. Ce n'est pas comme ça que la confiance fonctionne, Robert, a dit sévèrement grand-père. Cet argent représentait quelque chose d'important entre Jacob et moi. Tu n'avais aucun droit d'interférer. L'organisatrice de mariage a de nouveau passé la tête, l'air extrêmement mal à l'aise. Je déteste vraiment interrompre, mais si nous ne partons pas maintenant, nous allons manquer notre créneau pour l'installation du lieu de réception. Le chaos a éclaté alors que tout le monde a commencé à parler en même temps. Ma mère a essayé de servir de médiatrice, suggérant que nous reportions cette discussion à après le mariage. Mon père insistait pour que nous montions tous dans les voitures et que nous nous en occupions plus tard. Allison était en larmes, répétant que son mariage était ruiné avant même d'avoir commencé. Grand-père est resté ferme, disant que la responsabilité ne pouvait pas être reportée pour des raisons de commodité. Au milieu de tout cela, le fiancé de ma sœur, Thomas, est arrivé, confus par le retard et la tension évidente. Quand Allison lui a expliqué la situation en larmes, il a semblé choqué puis en colère. « Vous avez financé notre mariage avec de l'argent volé ?» a-t-il demandé à mon père, incrédule. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est totalement inacceptable. » « Pas toi aussi » a gémi mon père. « Écoutez, tout le monde doit se calmer. Nous avons un mariage à célébrer. Comment pouvons-nous procéder à un mariage construit sur le vol ?» a demandé Thomas, en passant son bras autour d'Allison. « Quel genre de fondation est-ce pour notre mariage ?» Alors que la dispute continuait, des invités ont commencé à arriver à la maison, ayant mal compris le lieu de rendez-vous. Les petits groupes de parents et d'amis confus sur notre pelouse ont ajouté à la qualité surréaliste de la matinée. Ce qui aurait dû être une occasion joyeuse s'était transformé en un règlement de compte familial pour lequel aucun d'entre nous n'était préparé. Contre toute attente, et après de nombreuses discussions animées, le mariage a eu lieu ce jour-là, bien que sous une forme très différente du plan initial. Grand-père Warren, toujours pratique, même dans sa colère, a reconnu que des centaines d'invités étaient déjà en route et que des milliers de dollars d'acomptes non remboursables avaient été payés. Il a proposé un compromis, la cérémonie aurait lieu, mais il annoncerait publiquement qu'il finançait rétroactivement le mariage en cadeau au couple, légitimant ainsi la source de l'argent. La solution était imparfaite, mais elle a permis à la journée de se poursuivre sans détruire complètement le moment spécial de ma sœur. Grand-père a cependant clairement indiqué que cette solution était conditionnée au fait que mon père travaillerait pour le rembourser de chaque dollar au cours de l'année suivante. La cérémonie elle-même était belle mais sobre. Le cadre du vignoble, avec ses collines ondulantes et ses vignes en fleurs, offrait une toile de fond pittoresque qui faisait presque oublier les révélations du matin. Presque. La tension était palpable sous la surface alors que les membres de la famille jouaient leur rôle mécaniquement, les sourires n'atteignant pas tout à fait leurs yeux. J'étais à l'hôtel en tant que l'un des garçons d'honneur, regardant ma sœur et Thomas échanger des vœux sur l'honnêteté et la confiance qui semblaient maintenant tragiquement ironiques. Mon père a conduit Allison à l'hôtel avec un sourire crispé, évitant le regard de grand-père, qui était assis stoïquement au premier rang. Ma mère essuyait des larmes qui, je le soupçonne, n'étaient pas entièrement de joie. La réception qui a suivi a été tout aussi tendue. Les décorations somptueuses, la nourriture gastronomique et le bar ouvert premium qui avait coûté bien plus que prévu semblaient maintenant souillés. Les invités qui n'étaient pas au courant du drame du matin commentaient la beauté de tout, remuant involontairement le couteau dans la plaie à chaque compliment. Allison et Thomas ont quitté la réception tôt, vers 21h. Au lieu de la conclusion prévue à minuit, ils ont remercié tout le monde d'être venu,
ont prétexté leur vol matinal pour leur lune de miel, et se sont éclipsés. J'ai remarqué qu'ils avaient à peine parlé à notre père avant de partir. Avec le départ des mariés, les invités restants ont commencé à partir en plus grand nombre. À 22h30, il ne restait plus que la famille immédiate et quelques amis proches, picorant les restes du gâteau et engageant des conversations maladroites. Mon père s'était retiré à une table d'angle avec un verre de scotch, tandis que ma mère se déplaçait entre les groupes, essayant désespérément de maintenir un semblant de fête. Grand-père m'a trouvé assis seul sur la terrasse du vignoble, regardant les vignes illuminées. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» a-t-il demandé, en s'asseyant sur le banc à côté de moi. « Bien sûr que non », ai-je répondu, en lui faisant de la place. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, écoutant la musique étouffée qui jouait encore à l'intérieur. « Je suis désolé, grand-père », ai-je finalement dit. « J'ai échoué à ton test. J'aurais dû trouver une meilleure cachette ou te le dire dès que j'ai suspecté que l'argent avait disparu. » Il s'est tourné vers moi, la surprise évidente dans son expression. « Jacob, tu n'as rien échoué du tout. Ce n'était pas de ta faute. Mais j'étais responsable de la sécurité de l'argent. C'était tout l'enjeu, non ?» Grand-père a soupiré profondément. L'enjeu était de voir si on pouvait te faire confiance avec une responsabilité, et tu as prouvé que tu le pouvais. Tu as tout fait correctement. Ce qui s'est passé n'est pas un échec de ta part, mais une trahison de la part de quelqu'un qui aurait dû respecter les limites. Tu n'es pas déçu de moi, ai-je demandé, osant à peine y croire. Pas le moins du monde, m'a-t-il assuré, en posant une main sur mon épaule. Si quoi que ce soit, je suis plus impressionné par toi maintenant qu'avant. Tu as essayé de réparer les choses, d'essayer de regagner l'argent, d'essayer d'aborder la situation directement avec ton père. Ces actions montrent du caractère. Un soulagement m'a envahi, suivi rapidement par de la confusion. Alors pourquoi ce test? Quel était le but des 25 000 $? Grand-père a semblé pensif. L'argent était un test, oui, mais pas seulement pour toi. C'était un test pour toute ta famille, bien qu'ils ne le sachent pas. Je voulais voir comment ils respecteraient quelque chose qui t'était confié spécifiquement. Ça semble un peu manipulateur, ai-je dit avec hésitation. Il a gloussé. Peut-être, mais j'ai assez vécu pour savoir que les gens ne montrent pas toujours leur vrai visage dans les situations de tous les jours. Parfois, il faut créer des circonstances qui révèlent le caractère. Et mon père a échoué au test, ai-je dit doucement. Ton père a fait une grave erreur, a corrigé grand-père. Mais les gens peuvent apprendre de leurs erreurs s'ils sont prêts à les affronter honnêtement. À l'intérieur de la salle de réception, je pouvais voir ma mère essayer de convaincre mon père de partir. Il semblait résistant, nous désignant sur la terrasse avec son verre. Et maintenant, que se passe-t-il, ai-je demandé. Ça dépend de beaucoup de choses, a répondu grand-père. Principalement de savoir si ton père est prêt à faire amende honorable, pas seulement financièrement, mais en reconnaissant les dommages qu'il a causés à la confiance au sein de cette famille. Les semaines suivantes ont été incroyablement difficiles. Mon père évitait d'être à la maison autant que possible, partant tôt pour le travail et rentrant tard. Quand il était à la maison, il était distant et sur la défensive. Ma mère essayait désespérément de servir de médiatrice, suggérant des dîners de famille qui se transformaient inévitablement en silence tendu ou en commentaires passifs-agressifs. Alison et Thomas sont revenus de leur lune de miel 2 semaines après le mariage. Plutôt que les jeunes mariés radieux et détendus que nous attendions, ils semblaient stressés et abattus. Alison m'a appelé le lendemain de leur retour, demandant à me voir pour un café sans nos parents. Au café, elle tripotait sa nouvelle alliance, évitant mon regard. Je voulais m'excuser, a-t-elle finalement dit. Je n'avais aucune idée pour l'argent. Je sais que non, les jeux assurés. N'empêche, je me sens horriblement mal. Mon mariage a été payé avec de l'argent qui t'a été volé. Chaque fois que je regarde les photos, tout ce à quoi je peux penser, c'est que tout a été construit sur un mensonge. L'argent n'était pas techniquement à moi encore, ai-je dit, essayant d'alléger sa culpabilité. C'était le test de grand-père. Alison a secoué la tête. Ça ne rend pas les choses meilleures. Papa n'aurait jamais dû le prendre, peu importe à qui il appartenait. Elle a hésité, puis a ajouté, Thomas et moi avons discuté. Nous pensons rembourser notre part de l'argent, du moins ce qui a été dépensé pour le mariage. J'ai été surpris par cette offre. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Grand-père a déjà réglé quelque chose avec papa.
Ce n'est pas une question d'obligation, a-t-elle insisté. C'est une question de faire ce qui est juste. De plus, je ne supporte pas de savoir que chaque fois que tu me regardes, tu penses à la façon dont papa m'a toujours favorisé, au point même de voler pour moi. Cette conversation a été le premier pas vers la guérison de la rupture entre ma sœur et moi. Bien que nous n'ayons jamais été particulièrement proches, l'expérience partagée de la trahison de notre père a créé un nouveau type de lien. Pour la première fois, Allison voyait le schéma de favoritisme qui avait façonné notre dynamique familiale pendant des années. Un mois après le mariage, ma mère a organisé un dîner de famille, insistant pour que tout le monde soit présent, y compris grand-père Warren. L'atmosphère était gênante alors que nous prenions tous place autour de la table à manger. Personne ne savait vraiment quoi dire. Après avoir servi le repas, ma mère s'est éclairci la gorge. Je pense que nous devons parler de ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, à faire semblant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Mon père fixait son assiette. De quoi y a-t-il à parler? J'ai fait une erreur. Je rembourse Warren. Fin de l'histoire. Ce n'est pas si simple, Robert, a dit fermement grand-père. L'argent peut être remboursé. La confiance est plus difficile à reconstruire. La conversation qui a suivi a été douloureuse mais nécessaire. Au début, mon père a de nouveau essayé de justifier ses actions, affirmant qu'il n'avait pensé qu'au bonheur de la famille. Mais confronté à la peine qu'il avait causée, surtout à moi, il a finalement commencé à voir la situation sous un autre angle. Je suppose que je n'ai jamais vraiment pensé à ce que ça te ferait ressentir, Jacob, a-t-il admis à contre-cœur. J'étais tellement concentré sur le fait de donner à Allison sa journée parfaite que je me suis convaincu que prendre l'argent était justifiable. Et qu'en est-il du fait que tu as toujours fait passer Allison en premier? Ai-je demandé, exprimant le ressentiment qui s'était accumulé pendant des années. Ce n'était que l'exemple le plus extrême d'un schéma qui a existé toute ma vie. Mon père a semblé sincèrement surpris. Ce n'est pas vrai. Je vous aime tous les deux de la même manière. Tes actions n'ont pas montré cela, a dit doucement ma mère. Je l'ai vu aussi, Robert. De petites inégalités, des normes différentes, des niveaux de soutien différents. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Aussi difficile que cela ait été, ce dîner a marqué le début d'un long processus de réconciliation familiale. Les excuses initiales de mon père étaient incomplètes et quelque peu défensives, mais c'était un début. Il y aurait beaucoup d'autres conversations, certaines productives et d'autres frustrantes, alors que nous travaillions tous à reconstruire ce qui avait été brisé. Le véritable tournant est survenu de manière inattendue environ 2 mois après le mariage. Je travaillais tard au garage quand mon père est apparu, l'air mal à l'aise mais déterminé. « Tu as une minute pour parler ?» a-t-il demandé, en restant près de l'entrée. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier et j'ai hoché la tête. « Bien sûr, laisse-moi dire à mon patron que je prends une pause. » Nous sommes sortis vers la petite table de pique-nique où les employés déjeunaient habituellement. La soirée d'automne était fraîche, le soleil se couchant déjà derrière les bâtiments de l'autre côté de la rue. J'ai beaucoup réfléchi, a commencé maladroitement mon père. Et je te dois de vraies excuses. Pas les excuses à moitié sincères que j'ai données, mais une reconnaissance authentique de mon erreur. Je suis resté silencieux, attendant qu'il continue. Prendre cet argent était inexcusable. J'ai violé ton intimité, trahi ta confiance, puis j'ai essayé de le justifier au lieu d'admettre que j'avais tort. Il a pris une profonde inspiration. Mais pire que ça, j'ai réfléchi à ce que toi et ta mère avez dit sur le fait de favoriser Allison. Au début, je voulais le nier, mais plus je réfléchissais au passé, plus je voyais d'exemples. Ce niveau de conscience de soi était nouveau pour mon père. Je ne l'avais jamais entendu parler aussi honnêtement de ses propres défauts. Pourquoi penses-tu que tu as fait ça? Ai-je demandé, non pas pour l'accuser, mais par curiosité sincère. Il a réfléchi un instant. Allison a toujours été plus. Je ne sais pas démonstrative quant à ses besoins. Elle pleurait ou se mettait en colère, et je me précipitais pour régler le problème. Toi, tu as toujours été si autonome, même quand tu étais petit. Je pense que j'ai confondu ton indépendance avec le fait que tu n'avais pas autant besoin de moi. J'avais besoin de toi, papa, ai-je dit doucement. J'ai juste appris à ne pas le montrer parce que la réponse n'était jamais la même que lorsqu'Allison demandait quelque chose. Il a grincé des dents à cette vérité. Je le vois maintenant, et je suis tellement désolé, Jacob.
Je t'ai manqué en tant que père de bien des manières. Qu'est-ce qui t'a amené à cette prise de conscience, ai-je demandé. Ton grand-père, en fait. Il me rencontre chaque semaine, soi-disant pour discuter du plan de remboursement, mais en réalité pour me faire affronter ce que j'ai fait. Il peut être assez implacable quand il le veut. Mon père a souri légèrement. Il m'a fait voir que ce n'était pas seulement une question d'argent, mais de respect, de confiance et de traiter mes enfants de manière égale. Cette conversation a été la première de nombreuses interactions curatives entre mon père et moi. Il avait pris un deuxième emploi le week-end pour accélérer son remboursement à grand-père, ce qui signifiait que je le voyais moins. Mais quand nous nous voyons, nos interactions avaient une nouvelle honnêteté et un respect mutuel. Alison et Thomas sont également devenus partie prenante du processus de guérison. Malgré mes objections, ils ont insisté pour contribuer au remboursement de grand-père, disant que c'était important pour leur propre tranquillité d'esprit. Thomas, qui venait d'une famille qui valorisait la communication directe, a souvent facilité les conversations difficiles lorsque des tensions apparaissaient. Ma mère a trouvé sa voie d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Là où elle avait toujours eu pour défaut de maintenir la paix à tout prix, elle s'exprimait maintenant lorsqu'elle voyait de vieux schémas réapparaître. Elle est devenue une participante active à la refonte de notre dynamique familiale plutôt qu'une observatrice passive. J'ai cautionné le comportement de ton père pendant des années, m'a-t-elle avoué lors d'une conversation privée. J'ai vu le favoritisme mais je me suis dit que ce n'était pas à moi d'interférer. J'avais tort et je suis désolé, Jacob. 3 mois après l'incident du mariage, j'ai pris une décision importante avec le soutien de mon grand-père. En utilisant une partie de l'argent qu'il avait initialement prévu de me donner après le test, j'ai versé un acompte sur un petit appartement plus près du campus. Déménager de la maison de mes parents était à la fois pratique pour mes études et symbolique d'une nouvelle indépendance. Le jour de mon déménagement, mon père a aidé à porter les cartons et les meubles. Alors que nous assemblions mon cadre de lit, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Je suis fier de toi, mon fils. Pas seulement pour ton travail acharné ou tes notes, mais pour la façon dont tu as géré toute cette situation avec plus de maturité que je n'en ai montré. Tu deviens un homme bien, et je peux en prendre très peu de crédit. Ce n'est pas tout à fait vrai, ai-je répondu après un moment. Tu m'as beaucoup appris, même si certaines leçons portaient sur ce qu'il ne fallait pas faire. Il a ri avec ironie. C'est juste. J'espère que j'enseigne de meilleures leçons maintenant. Mon grand-père a visité mon nouvel appartement le week-end suivant, apportant une plante d'intérieur et une boîte à outils comme cadeau de pendaison de crémaillère. Alors que nous étions assis dans mon salon peu meublé à boire du café, il semblait satisfait. C'est bien, Jacob. Ton propre espace, selon tes propres conditions. Je n'aurais pas pu le faire sans ton aide, ai-je reconnu. N'importe quoi. Tu y serais arrivé finalement avec ou sans moi. J'ai juste aidé à accélérer les choses. Il a posé sa tasse de café. Il y a quelque chose que je veux te dire. Les 25 000 $ t'étaient toujours destinés, pas seulement comme un test. Que veux-tu dire? Le test était réel. Mais le résultat final était prédéterminé si tu le réussissais. Cet argent était destiné à t'aider à démarrer ta vie après l'obtention de ton diplôme, que ce soit pour des études supérieures, la création d'une entreprise ou tout ce que tu choisirais. Je voulais juste m'assurer que tu étais prêt pour la responsabilité. Et je l'étais? Même si l'argent a été pris? Grand-père a hoché la tête fermement. Tu l'étais. La façon dont tu as géré la perte l'a prouvé encore plus que si rien ne s'était mal passé. Le caractère se révèle dans l'adversité, pas dans le confort. 6 mois après le mariage, mon père a terminé son remboursement à grand-père en avance sur le calendrier, grâce à son deuxième emploi et aux contributions d'Alison et Thomas. Pour marquer l'occasion, grand-père a invité toute la famille à dîner chez lui. Après le repas, mon père s'est levé, l'air nerveux mais résolu. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir. Warren, merci de m'avoir donné l'occasion de faire amende honorable, financièrement et autrement. Jacob, merci pour ton pardon, que je travaille encore à mériter. Alison et Thomas, merci pour votre générosité et votre compréhension. Il s'est tourné vers ma mère. Et Patricia, merci de t'être battue pour ce qui est juste, même quand cela signifiait te dresser contre moi. Je suis un homme meilleur grâce à cela. Puis il a mis la main dans sa poche et en a sorti une enveloppe qu'il m'a tendue. Ceci est une copie d'un reçu pour un compte bancaire que j'ai ouvert à ton nom. Il contient 25 000 $, distinct de ce que j'ai remboursé à ton grand-père.
Cela représente mon engagement à traiter mes enfants de manière égale et à reconnaître l'étape spéciale de ta prochaine remise de diplôme. J'étais sans voix, non seulement à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il représentait. Mon père avait vraiment compris les problèmes plus profonds en jeu et prenait des mesures concrètes pour y remédier. Merci, papa, ai-je dit, simplement incapable de trouver des mots plus éloquents sur le moment. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ce qui aurait dû être à toi depuis le début, a-t-il répondu. Sache simplement que j'essaie d'être meilleur, d'être le père que tu mérites. En quittant la maison de grand-père ce soir-là, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé dans notre famille. La révélation douloureuse du mariage nous avait forcés à affronter des problèmes de longue date qui auraient autrement pu s'envenimer indéfiniment. Bien que le processus ait été difficile, le résultat était une dynamique familiale construite sur une plus grande honnêteté, un plus grand respect et une plus grande égalité. Un an après l'incident du mariage qui avait si radicalement changé notre famille, nous nous sommes réunis dans mon appartement pour célébrer ma remise de diplôme universitaire. J'avais terminé mon diplôme d'ingénieur en mécanique avec mention et avais déjà accepté un poste dans une entreprise respectée de la ville. Les changements dans notre famille étaient subtils mais significatifs. Mon père, fidèle à sa parole, avait travaillé dur pour reconstruire la confiance et traiter ses enfants de manière égale. Il retombait encore occasionnellement dans de vieux schémas, mais maintenant il le reconnaissait et se corrigeait, souvent avec de doux rappels de ma mère. Leur relation avait également évolué, devenant plus équilibrée alors que ma mère continuait de s'affirmer plutôt que de simplement maintenir la paix. Allison et Thomas s'étaient installés dans la vie conjugale et attendaient leur premier enfant. Ma relation avec ma sœur s'était considérablement approfondie, là où nous étions autrefois distants, liés uniquement par des obligations familiales, nous avions maintenant des dîners réguliers entre frères et sœurs et nous apprécions sincèrement la compagnie de l'autre. C'est étrange, a remarqué Allison lors d'un de ces dîners. Si papa n'avait jamais pris cet argent, nous n'aurions peut-être jamais abordé tous ces problèmes. Nous aurions simplement continué avec les mêmes schémas dysfonctionnels indéfiniment. Parfois, il faut une crise pour forcer le changement, a ajouté Thomas. Bien que j'aurais préféré une crise moins dramatique pour notre jour de mariage. Mon propre parcours de guérison avait été complexe. La douleur et la trahison initiale m'avaient profondément blessé, affectant ma capacité à faire confiance non seulement à mon père, mais aussi à d'autres personnes dans ma vie. Pendant plusieurs mois, je me suis retrouvé à constamment vérifier et revérifier les choses, craignant d'être de nouveau exploité. Encouragé par grand-père, j'avais commencé à voir un thérapeute spécialisé dans la dynamique familiale et les problèmes de confiance. Le docteur Laurel m'a aidé à traiter mes sentiments de trahison sans leur permettre de définir mes futures relations. Elle m'a initié à des techniques pour fixer des limites saines tout en restant ouvert à la connexion. La confiance n'est pas une proposition de tout ou rien, m'avait-elle expliqué lors d'une séance particulièrement perspicace. Vous pouvez faire confiance aux gens dans certains domaines tout en étant prudent dans d'autres. L'objectif n'est pas une confiance aveugle, mais une confiance éclairée. Grand-père Warren avait joué un rôle crucial dans le processus de guérison de chacun. Sa sagesse et sa présence stable ont fourni une ancre lorsque les émotions menaçaient de nous submerger. Il n'a jamais reculé devant les conversations difficiles, mais les a toujours abordées avec compassion plutôt qu'avec jugement. Lors d'une partie de pêche 6 mois après l'incident, il a partagé quelque chose qui a considérablement changé ma perspective. Tu sais, Jacob, ton père a fait une grave erreur, mais d'une certaine manière, il était programmé pour échouer. Que veux-tu dire, ai-je demandé, surpris par cette interprétation. Je l'ai élevé avec des idées très rigides sur le rôle d'un père en tant que pourvoyeur et protecteur. Dans son esprit, s'assurer qu'Allison ait le mariage de ses rêves, c'était remplir ce rôle. Ses méthodes étaient mauvaises, mais sa motivation venait en partie des valeurs que je lui ai inculquées. Grand-père a lancé sa ligne dans le lac, pensif. Je me demande parfois si j'avais été plus équilibré dans mon enseignement, si j'avais mis l'accent sur le soutien émotionnel autant que sur la provision financière, si les choses auraient pu être différentes. Cette reconnaissance que même mon grand-père, que j'avais toujours considéré comme infaillible, pouvait réfléchir à ses propres erreurs parentales, m'a donné une vision plus nuancée des actions de mon père. Cela n'excusait pas ce qu'il avait fait, mais m'aidait à le comprendre dans le contexte de schémas générationnels. Mon père a eu ses propres révélations à partager. Un samedi matin, alors que nous travaillions ensemble à la restauration d'une vieille moto, un projet que nous avions commencé comme un moyen de reconstruire notre relation, il s'est ouvert sur son propre parcours. Je vois quelqu'un aussi. Un conseiller, a-t-il admis un peu penaud. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi j'ai toujours favorisé Allison.
Ce n'était pas vraiment une question de l'aimer plus. C'était quoi alors? Ai-je demandé, sincèrement curieux. Il a réfléchi un moment en serrant un boulon. En partie, c'était le besoin de se sentir nécessaire. Alison montrait clairement quand elle avait besoin de quelque chose, et résoudre ses problèmes me faisait me sentir important, nécessaire. Avec toi, je n'ai jamais eu ce même sentiment parce que tu résolvais tes propres problèmes. Et maintenant je comprends qu'être un bon père, ce n'est pas seulement résoudre des problèmes ou fournir des choses. C'est reconnaître les besoins uniques de chaque enfant et les respecter en tant qu'individu. Il a levé les yeux de la moto. J'apprends encore, mais j'essaie. Les leçons financières de cette expérience ont été tout aussi profondes. L'argent dans les familles n'est jamais seulement une question de dollars et de cents, mais de valeur, de pouvoir et de confiance. Quand mon père a pris l'argent de mon placard, il ne prenait pas seulement de l'argent liquide, mais aussi mon autonomie et il trahissait la confiance qui m'avait été accordée. Grâce à des discussions avec grand-père, j'en suis venu à comprendre que les limites financières sont essentielles même au sein des familles. Être parent avec quelqu'un ne donne pas un accès automatique à ses ressources. Chaque membre de la famille mérite une autonomie financière appropriée à son âge et à sa situation. Alors que notre célébration de remise de diplôme touchait à sa fin, avec des assiettes de gâteaux à moitié mangées éparpillées dans mon salon et des membres de la famille engagés dans une conversation confortable, grand-père m'a pris à part sur mon petit balcon. « Je suis fier de toi, Jacob », a-t-il dit simplement. Pas seulement pour ton diplôme ou ton nouveau travail, mais pour la façon dont tu as géré cette dernière année. Tu as trouvé un moyen de pardonner sans oublier, de reconstruire des relations sans sacrifier ton respect de toi-même. J'ai eu un bon professeur, ai-je répondu, en lui donnant une petite tape sur l'épaule. Il a souri. Nous en avons tous eu un. Parfois, la vie enseigne les leçons les plus dures mais les plus précieuses. En regardant ma famille à travers la porte vitrée coulissante, j'ai réalisé que bien que la trahison ait été douloureuse, la croissance qui en a résulté était inestimable. Mon père était plus conscient de lui-même et plus équitable. Ma mère était plus assertive. Ma sœur était plus prévenante, et j'étais plus confiant dans mes limites tout en restant ouvert à la connexion. Les 25 000 $ qui avaient causé tant de problèmes avaient été remboursés depuis longtemps, mais leur vraie valeur résidait dans la transformation familiale douloureuse mais nécessaire qu'ils avaient initiée. La confiance, une fois brisée, pouvait en effet être reconstruite. Mais la nouvelle structure porterait toujours les marques d'avoir été réparée. Ces marques n'étaient pas des faiblesses, mais des rappels du travail et de l'engagement nécessaires pour maintenir des relations saines. Alors que nous avançons en tant que famille, nous le faisons avec une plus grande conscience de nos schémas et de nos pièges. Nous communiquons plus directement, abordons les problèmes avant qu'ils ne s'enveniment et respectons les limites de chacun. La crise du jour du mariage, que je pensais autrefois nous détruire, nous a finalement renforcés d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Si vous avez vécu une trahison de confiance au sein de votre famille, sachez que la guérison est possible, bien qu'elle nécessite de l'honnêteté, des efforts et du temps de la part de toutes les personnes impliquées. La voie à suivre ne consiste pas à oublier ce qui s'est passé, mais à créer de nouveaux schémas basés sur le respect mutuel et la compréhension. Avez-vous déjà eu à reconstruire la confiance avec quelqu'un de proche? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que les relations familiales peuvent être guéries même après de graves violations de confiance. Merci d'avoir écouté mon histoire, et souvenez-vous que parfois notre plus grande croissance vient de nos expériences les plus douloureuses.